bonsoir et merci beaucoup de votre présence à tous. Nous commencerons, si vous le voulez bien, puisque le contexte de cette soirée s'y prête tout particulièrement, par deux mots très brefs d'hommage à Michel Butor, à la mémoire de qui j'ai proposé à Vaïe Godel et Pierrine Poget, nos deux invités de ce soir, de dédier cette soirée intitulée « De la poésie aux autres arts ». Butor, dont le grand rire va tellement nous manquer et qui a maintes et maintes fois collaboré lui-même avec différents artistes, dont Mylène Besson, présente dans l'exposition que nous accueillons en ce moment à la MRL, et qui a dit de lui « Michel est un enchanteur ». Michel Butor, inutile de le présenter peut-être, mais je rappelle juste que c'est un grand écrivain français du XXe siècle, né dans la banlieue de Lille, grand voyageur, mais qui a aussi enseigné la littérature française à la Faculté des Lettres de Genève de 1974 à 1991, et qui aurait eu 90 ans, 90 ans, le 14 septembre dernier. Il vient de nous quitter. Butor, qui est l'auteur en 1957 de La Modification, roman salué du prix Renaudot, est devenu l'un des grands classiques, comme on le sait, du nouveau roman, mais qui a eu le tort ensuite de se tourner vers la poésie et vers une écriture moins romanesque et plus expérimentale, ce qui a pour conséquence que 60 ans plus tard, la plupart des gens ne connaissent de lui que La Modification, alors que sa bibliographie proprement gigantesque et qui ignore toutes les cloisons entre les genres comme entre les arts, multiplie les romans, les essais sur la littérature et sur l'art, les traductions, les livres de poésie, par centaines, les collaborations avec peintres et musiciens. Un livre magnifique, consacré au livre d'artistes qu'il a légué à la Fondation Bodmer, vient de paraître hier. Et je vous le montre ici, vous pourrez vous le procurer si cela vous intéresse à la Fondation Bodmer ou en librairie. Donc c'est sorti juste hier. Voilà, et donc la présence de Vaïe Godel nous donne l'occasion de dire deux mots d'hommage à Michel Butor, à l'ami perdu de Vaïe, qui était de 5 ans seulement, donc Michel Butor était de 5 ans seulement l'aîné de Vaïe, donc à peu de choses près la même génération, et je voudrais que juste tu dises deux mots de votre dialogue. Voilà. Bien, très volontiers. J'ai fait la connaissance de Michel au début des années 70, c'est-à-dire à l'époque où il était venu à Genève pour enseigner par l'entremise de Jean Starobinsky. Et j'ai suivi ses cours avec passion, et notamment son cours sur Rabelais. Et à la fin d'un cours, je me suis enhardi à aller lui serrer la main. On avait quelques connaissances communes, et il s'en est suivi une amitié sans accroc. Et je lui dois beaucoup parce que moi je me suis empressé de lui faire connaître quelques-uns de mes amis les plus proches, André Clavel notamment, Jean-Charles Gatto, et puis Dolores et Orlando Blanco, les fondateurs d'Editar, avec qui il a collaboré plusieurs fois par la suite. Donc là j'ai servi un petit peu de passeur. Et quant à lui, je lui dois énormément puisqu'il m'a notamment mis en relation avec les éditions La Différence à Paris. C'est grâce à lui que j'ai fait la connaissance de Colette Lambrix et Joachim Vital, et j'ai publié une quinzaine de livres dans cette maison d'édition qui m'a accueilli vraiment d'une façon extraordinaire. Joachim Vital, portugais, une personnalité d'une richesse incroyable, et quelqu'un à qui je dois énormément, à qui je rends hommage aussi en passant, puisqu'il est décédé il y a quelques années. Mort subitement dans un bistrot à Lisbonne. Il était alcoolique, il avait un cœur assez maladroit. Merci. Oui, Editar, nous avons le plaisir de recevoir ce soir ici Orlando et Lolita Blanco d'Editart, qui est vraiment une maison d'édition et en même temps une galerie d'art qui a beaucoup compté à Genève et qui a rassemblé Yves Bonnefoy, Michel Butor, Vaïe Godel et beaucoup d'artistes. Je les salue ce soir ici. Voilà, alors, Vaïe. Je me souviens d'une conférence que tu es venue donner en 1991, 1991, au séminaire de
Philippe Renaud, et que tu avais intitulé « Garder le vide ouvert ». J'ai retrouvé mes notes de cette conférence. Et voilà, il m'a semblé que c'était peut-être une formule qui te correspondait en partie. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui pourraient te correspondre, mais ça m'a amusé de retomber là-dessus parce que, au fond, le vide, pour toi, est producteur jusqu'à un certain point. Alors, poète avant tout, mais il fut aussi professeur de français dans le secondaire, par ailleurs critique littéraire et traducteur, grand traducteur de l'arménien. Vaïgodel publie depuis 50 ans, exactement, tant en Suisse qu'en France, des poèmes et des proses poétiques ou des récits, à quoi vient s'ajouter en 2009 une autobiographie parue aux éditions de l'Air d'une plume clandestine. Je vais juste montrer ce livre qui révèle un certain nombre de choses aussi sur ta famille, ton origine, ta vie. Il vit à Genève où il est né. Il est né d'un père suisse, linguiste et orientaliste réputé. Nous sommes beaucoup dans cette ville à avoir appris le latin dans le Godel. Et d'une mère arménienne, rescapée du cruel génocide perpétré en Anatolie entre 1915 et 1916, et qui préfigure ce génocide. On sait aujourd'hui que l'un fut le modèle de l'autre, qui préfigure le génocide des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà qui détermine un destin marqué par la tension entre voire la discordance intérieure, l'identité double ou pulvérisée, en ruine. J'écris à la seule fin de recueillir tous mes débris, a écrit Vaïgodel, ou encore je rampe dans le noir, cherchant à l'aveuglette mes ossements dispersés. Destin marqué par la tragédie d'un peuple massacré, c'est pourquoi il se donnera entre autres pour tâche de traduire admirablement la langue et la poésie arménienne, marqué aussi par la destruction d'une part et l'aspiration au rassemblement de soi d'autre part, à travers une parole poétique fragmentaire, qu'il s'agisse de vers ou de prose, trouée, fissurée, qui tout à la fois éparpille et rassemble les débris d'une identité mouvante, contradictoire et problématique. Il semble que la grande peur qui sourd des écrits de Godel provienne du fantasme de dislocation, écrivait il y a 30 ans Jean-Marie Le Sidaner dans un livre qu'il a consacré à Vaïgodel. Parole du corps et du désir aussi, que dire de ce corps est l'un des premiers textes de Vaïgodel, paru en 1966, qui fouille l'être et son inconscient, mais parole aussi de l'effacement, de la réduction forcée au silence. Et le silence est très important dans le travail de Vaïgodel. Parole constamment travaillée par le biseautage, les ruptures, ou peut-être un secret qui, en définitive, ne se livre pas à nous. Il y a un « qui suis-je » irrésolu au cœur de la poétique de Vaïgodel, indissociable de cette position d'entre-deux que suggèrent nombre de ses titres. Je pense à Exclu, Inclus en 1988, à Un homme errant en 1997 et surtout Entre deux, paru en 2007. Il y a depuis toujours une forte attirance pour les zones frontières, pour l'hybride, l'hétérogène, l'impur. Il y a chez lui une conscience sans illusion des leurres, des trappes, des souterrains que dissimule la langue et ses jeux. Mais aussi, précisément, et j'en arrive à notre objet de ce soir, un puissant goût du jeu de mots, du jeu de sonorité, de l'homonymie, des paradoxes et du trompe-l'œil, jeu insatiable d'expérimentation et appétit insatiable d'expérimentation que Vaïgodel aura partagé précisément avec Michel Butor et qui sous-tend depuis 30 ans ses nombreuses entreprises artistiques. Alors, je vais demander ensuite à Vaï et à Pierrine de lire, pour lancer notre échange de ce soir, un extrait de leur poésie, mais je vais peut-être présenter... Est-ce que tu veux le lire et puis je présente Pierrine après? Okay. Peut-être, on fait comme ça. Vas-y, peut-être. Je te... Je lis d'abord. Voilà, tu lis et puis après Pierrine lira, après sa présentation.
poème que je vais vous lire est entièrement composé de titres de nos différents recueils. Et je l'ai intitulé Survol. Le survol du volcan, le charme des vestiges, l'impatience de l'arc, la citadelle du vent, l'errance, la dérive, la trace, quelque chose, quelqu'un, le reste est invisible. La solitude de la bouche, le sang du voyageur, la voix, le silence, les yeux, la place du mort, seuls les mots, que dire de ce corps? Rouages, morsures, plumes et feuilles, chutes et bris, corps perdu, coupe sombre, obscure besogne, cendre brûlante, poussière, de plus belle, l'œil étant la fenêtre de l'âme, qui parle, que voyez-vous? Ici, ailleurs, exclu inclus, poursuivant, poursuivi, un homme errant, les yeux fermés, du même désert à la même nuit, ostinato, tout noir, et pour finir, encore faut-il, n'ayez pas peur, écoutez-moi. Sylviane citait un mot qui m'est cher en effet, garder le vide ouvert, c'est un mot de Peter Handke, un écrivain qui m'a beaucoup marqué, pour lequel j'ai une grande admiration. Venez, montez, utilisez l'escalator, ne lâchez pas la main courante, montez, montez jusqu'au dernier étage, dépouillez-vous de vos parures, de vos dessous, de tous vos affectios, approchez-vous, n'ayez pas peur, allongez-vous sur la plus belle table, fermez les yeux, suivez mentalement la route de la soie, oubliant remous et rumeurs, ouvrez-vous au premier venu, chercheur d'or, pêcheur de perles, astronaute aux mineurs de fond. Dehors, l'orage gronde, la foule déferle, la nuit s'apprête à sortir de son lit. Que faites-vous? Rien, pas grand-chose. Comment va votre cœur? Fait son boulot vaillamment, nuit et jour. Que cherchez-vous? La clé d'une petite armoire, un numéro confidentiel, un nom de fleur, un mot de passe, l'origine d'une débâcle, l'adresse d'une enlumineuse. Qu'attendez-vous? Le point du jour, le réveil des ramiers, des merles, des moineaux, le passage du premier train, la crue de la mémoire, le retour du plus obscur de mes désirs. Sans plume, sans papier, sans lunettes, sans portable, sans eau courante, sans feu milieu, sans arme ni bagage, sans crier gare, sans souffler mot, sans emploi, sans mémoire, sans mobile avouable, sans histoire, sans vous ni moi, non, sans personne, sans l'ombre d'un désir, d'un doute, d'un remords, sans titre de transport, sans bruit, sans voix, sans heure, sans répondeur, sans étiquette, sans foi ni loi, sans nulle crainte, sans nul remous, sans rien. Quoi? Oui, à moins que ce soit le dernier mot. Le niveau monte, les digues se fissurent, des oiseaux crient dans les sous-sols, des sans-abri dansent sur le rivage. Une ambulance explose au milieu d'un tunnel. Un croque-mort succombe en plein enterrement. Des rescapés rampent sous les décombres. Le vent se lève, la nuit tombe, le feu fait rage.
Et un dernier qui s'intitule Suite et fin. J'inspire, tu manges. Je parle, tu mâches. Je chante, tu bois. Je bâille, tu craches. Je crie, tu baves. Je suce, tu lèches. J'avale, tu croques. Je chuchote, tu vomis. Je gémis, tu hoquettes. Je psalmodie, tu vocifères. Je marmonne, tu gargouilles. Je tire la langue, tu te mords les lèvres. J'éclate de rire, tu claques des dents. Je meurs de soif, tu retiens ton souffle. Ma voix se brise, ta bouche est à l'écoute. Ma langue brûle, ta bouche est un œil sans paupières. Je bafouille, tu ronronnes. Je crépite, tu roucoules. Je rugis, tu clapotes. Je craque, tu crisses. Je grince, tu chuintes. J'ahale, tu rotes. Je sifflote, tu vrombis. Je m'étrangle, tu toussotes. Je t'implore, tu expires. Bon, j'ai massé les litanies et ce goût s'est développé en traduisant Grégoire de Narek, un grand mystique arménien du Xe siècle. J'avoue que depuis que j'ai traduit Grégoire de Narek, je suis toujours porté périodiquement sur la litanie, qui est une sorte d'exorcisme. Voilà. Merci beaucoup. Et les mots de passe aussi, hein, qui sont apparus dans une de tes lectures. Je voudrais juste signaler que les 2 derniers livres de Weiggodel parus sont Chute, précédé de Rouage, donc un texte inédit, précédé d'un des tout premiers textes de Weiggodel, Rouage, paru chez Empreinte il y a 2 ans, c'est ça, hein. Et puis Un arbre chante, paru à l'Air l'année dernière. Voilà, ce sont les 2 derniers recueils. Voilà, merci beaucoup, Vaé. Passons à Pierrine Poget, notre deuxième invitée de ce soir. Poète avant tout, elle aussi, fragmentaire, elle aussi, et réductrice de poèmes à rien, serait-on tenté de dire, car il faudrait, selon elle, que, si possible, je la cite, le poème n'ajoute rien à ces choses de trop qui existent déjà. Elle aussi, issue d'une double origine, suisse par son père, anglo-roumaine par sa mère, et elle aussi à l'intersection des arts. Pierrine Poget est entrée en poésie pour ses lecteurs en 2013, peut-être que pour elle, elle est entrée en poésie beaucoup plus tôt, avec un recueil intitulé de manière significative « C'était le mois de taille », suivi d'un autre plus court et encore plus troué de blanc que le premier, intitulé « Ils étaient 6 ou 7 nés d'octobre », paru l'année dernière. Mais aucun doute pour personne, si pour le moment elle enlève plus qu'elle ne garde, si elle redoute plus que tout de prétendre ajouter inutilement des mots à la littérature ou de précipiter les choses, Pierrine porte en elle une œuvre en vers, en prose, elle est déjà des 2 côtés, qui va à coup sûr grandir dans les années à venir, et je la cite, « Et j'avais vu battre en elle ce qui allait grandir, qui s'assemblait pour se redéployer ailleurs. » C'est à propos de l'un de ces mystérieux personnages, ces il et ces elle qui traversent sa poésie, ces il et ces elle sans visage, qu'elle écrit cela. Il y a du théâtre de voix, il y a du palimpseste, il y a des paysages et des abîmes à déchiffrer, il y a du dessin, des rythmes et une musique secrète dans ces mots, d'une densité et d'une absence de gratuité confondante. D'emblée, ces livres se révèlent très composés, en dépit des ellipses et du blanc qui les traversent. Ils suggèrent l'un et l'autre, puisqu'il n'y en a que 2 pour le moment, un parcours qu'on dirait volontiers initiatique, ou un voyage existentiel, et sont solidaires l'un de l'autre, puisque le premier recueil s'achève avec le poème 90 ou 90,
Et le deuxième recueil commence avec le poème 91 et va jusqu'au poème 145. À la fin, je ne demanderai rien, c'est le dernier poème. L'enfance me parlera, puis les rêves me quitteront, je chercherai ma loi. Après une maturité artistique en art visuel, Pierrine Poget, contrairement à la plupart de ses pairs, a laissé tomber les études de lettres et donc n'enseigne pas. Elle a décidé de gagner sa vie et en même temps de consacrer toute son énergie et sa liberté à l'écriture poétique et aussi au dessin et à l'activité artistique. Donc les formes d'art qu'elle fait coexister sont l'écriture, le dessin, les arts plastiques. Elle a fondé avec quelques autres le centre CEFAL, voué à la formation artistique et littéraire, et travaille actuellement à la HEAD. C'est toujours comme des peintres que je voudrais écrire, affirme-t-elle, mais aussi, vers le milieu de la vingtaine, je rêvais de ne pas écrire. Plusieurs fois, je me suis débarrassée de tout. Nous reviendrons peut-être sur les comparaisons à faire entre Vaille Godel et Pierrine Poget, mais vous aurez compris que ce n'est pas tout à fait par hasard que nous avons réuni ce soir devant vous ces deux poètes qui appartiennent à deux générations différentes. Ils ont presque 2 générations d'écart, mais je crois qu'ils ont à dialoguer vraiment ensemble. Alors Pierrine, tu nous lis peut-être quelques poèmes. J'avais sélectionné de la prose, un texte long, et en fait je ne vais pas du tout le lire, parce que je repense à ce que disait Sylviane. Tu disais que tu aimerais que je lise quelque chose de représentatif de mon écriture. Et d'abord je me disais, le problème c'est que comme elle est tout le temps disparue, qu'elle s'en va tout le temps, elle ne peut pas tellement se représenter elle-même. C'est la raison pour laquelle je voulais vous lire un long morceau de prose qui sont là d'où viennent toujours les petits poèmes. Mais en fait, maintenant que vous êtes là, j'ai pas envie. Donc je vais vous lire des poèmes qui sont déjà devenus tout petits et qui paraîtront l'année prochaine dans une revue qui s'appelle Les Carnets de Caris et qui est consacrée à la poésie suisse cette fois. Je m'en fous que tu dormes. C'était revenu, les chauves-souris. Il faudrait faire avec. Le soir cheminait contre le mur, on repoussait le moment du bonsoir. Tout compte fait, je crois à cette chaleur nocturne, et le meilleur se tenait au dehors, où quelque chose bougeait. Une autre main relie ce jardin à une gare. Ne cesse pas de m'écrire. Elle le fera pourtant, mais pas ce soir. Ce soir, on voyait se toucher sur la mer, blanche et se gonflant, de voiles contraires. Il était revenu réfléchissant. « Viens, je te dis. » Mais elle ne prend pas de décision. Je ne vois pas. Elle n'y pense pas, tout simplement. Dans le doute, elle reste debout sur le pont. Elle se dirige vers cette pièce. Elle le refera. Elle revient 4 ans après. Ayant retrouvé sa maison, voici de l'espace et du pain. Désormais, sa joie se tient hors d'elle. On la voit changer. Le chien reste couché en travers du chemin. Elle reçoit des visites. Elle se relève. À rien de cela, toutefois, nous le croyons. Et patati patata. Et puis, voilà, vous procurerez ces carnets de Caris qui sont pas très bien, je crois, enfin pas très bien, qui circulent pas beaucoup par ici, donc ça sera l'occasion si jamais. Je vous lis juste la fin. Demain paraît le passé. Date, nom, souvenir. Rien ne la sauve. Des véhicules rejoignent le campement. Tout est prêt. La montagne se referme. Elle vit sans repos. Ne salue pas le maître quand il passe. Après, tout lui revient. La beauté d'autrefois. Encore, sa bonté. Je crois qu'il est trop tard pour renoncer à ce doute.
Voilà, oui, les Carnets de Caris, c'est une revue française qui a demandé à plusieurs poètes de Suisse romande de participer à un numéro spécial sur la poésie romande et qui paraîtra, je ne sais pas, en janvier ou enfin au début de l'année prochaine, je pense. Voilà. Alors, Vaille, il y a environ 35 ans, il me semble, que tu as commencé à concevoir des livres d'art en collaboration avec des peintres et des plasticiens. Est-ce que c'est juste, à peu près? J'en profite pour mentionner ici ton long compagnonnage avec Orlando et Lolita Blanco, je voulais le faire, tu m'as précédé, qui ont donc fondé à Genève la galerie et maison d'édition Editart, et chez qui tu publies dès 1981 Le sang du voyageur. Alors je voulais te demander à quelle occasion et pourquoi tu as commencé à regarder du côté des arts plastiques. Est-ce que ce dialogue est ce qu'il t'apporte à avoir avec une position d'entre-deux, qui est tellement la tienne, que je mentionnais comme centrale dans ton œuvre poétique, entre deux origines, entre deux langues, entre deux cultures, entre deux lieux, mais aussi entre prose et vers pour ta poésie et peut-être entre les arts. Je termine juste ma question sur une citation et je te cède la parole. J'ai toujours eu un faible, dis-tu, pour les zones frontières, écritu en 2001. J'affectionne les régions limitrophes, hybrides, ambiguës, qui s'entrefécondent. Et il me semblait que ce mot très beau de s'entreféconder peut-être correspondait à ce que tu cherches, mais à toi la parole. Je constate que j'ai commencé à collaborer avec des plasticiens dans les années 90. Et précédemment, j'ai découvert que j'avais eu une période où je bricolais, c'est-à-dire je découpais, je collais, je fabriquais des petits tableaux très maladroits, avec des calligraphies, et dont je n'ai gardé que quelques miettes. Mais bon, pourquoi? Je ne saurais pas vous le dire. Mais ça a précédé ma relation avec les plasticiens. Donc j'ai eu des démangeaisons plasticiennes avant de collaborer vraiment. Et ça, je le remarque sans pouvoir me l'expliquer. Je remarque aussi que de novembre 88 à décembre 93, j'ai fabriqué un petit samizdat mensuel à la machine à écrire qui évoquait des événements comme la chute du mur, par exemple, choses comme ça, mais qui était aussi très, très fantaisiste et partait un peu dans tous les sens. Et c'est un samizdat que j'ai intitulé Crypte. J'en ai gardé que des photocopies. Et je l'envoyais à des amis, comme ça, sans autre intention que de les amuser. Et je vais vous lire juste un paragraphe qui explique peut-être je ne sais pas si ça explique quoi que ce soit. Au sein d'une culture et civilisation entièrement fondée sur le paraître, régie par les seules lois du nombre, du marché, du pouvoir et donc de la publicité, la place de la poésie ne saurait être que souterraine, plus clandestine que jamais, insituable et donc, en fin de compte, improbable. Donc j'ai écrit ça après le principal séjour que j'ai fait en Arménie soviétique. Et c'est sans doute une relation de cause à effet. Le fait d'avoir vécu dans un monde totalement différent de celui que je connaissais, d'avoir cohabité, d'avoir vu de près, vécu pendant quelques mois avec des gens pour qui l'écriture était vraiment une libération. On se réunissait chez des amis, étant donné que tous ces gens étaient interdits de publication. On se réunissait en privé chez des amis, et jusqu'à l'aube,
on entendait les gens lire leurs poèmes. Ça m'a sans doute beaucoup marqué. Et ce goût du clandestin que j'ai gardé depuis me vient sans doute de là. Et j'ai eu l'impression, en armée soviétique, qu'il y avait là quelque chose, une sorte de vérité profonde, que l'expression poétique atteignait à quelque chose à laquelle on ne parvenait pas dans les pays, disons, démocratiques. Parce que le langage prenait tout à coup une acuité et une importance inimaginable, mettant en jeu le destin des gens. Voilà. Pas en dire plus. Mais par rapport à la peinture, en fait, comment est-ce que tu es passé au dialogue avec l'autre, en sortant de tes propres expérimentations ou tes bricolages, comme tu dis, pour... Alors, je n'arrive pas très bien à m'expliquer, mais j'ai cherché, disons, j'ai essayé de remonter le plus loin possible, et je remarque que ma première collaboration avec un plasticien remonte à 1970. Il s'agit d'un poème affiche que j'ai imaginé et confectionné avec un peintre qui s'appelait Jean-François Liègle, qui était un peintre assez important à l'époque. Et pour la semaine de la paix, qui avait lieu à Genève du 8 au 15 novembre 1970, on m'avait demandé de fournir un poème, et j'avais publié quelques années auparavant chez Grasset un recueil intitulé Signes particuliers, dans lequel figurait un poème intitulé Poète si tu pouvais. Et j'ai apporté le seul exemplaire qui me reste de ce poème affiche. Ça, c'est ma première contribution plasticienne. Et je vais vous lire le poème, peut-être, c'est une époque évidemment bien lointaine. C'était l'époque où l'URSS et les États-Unis se livraient à une compétition dramatique en faisant des essais nucléaires, de plus en plus importants, et mettant le sort de l'humanité en péril. Et donc c'est un poème très engagé. Poète, si tu pouvais, d'un seul mot, transformer la bombe à hydrogène en bulle de savon. Si tu pouvais, poète, d'un seul mot, d'un seul pied, terrasser le dragon, changer les généraux en tigres de papier. Poète, si d'un seul mot tu pouvais mettre fin à la guerre de Troie. Poète, si tu pouvais, mais tu n'es bon à rien. Brise ta plume d'oie, brûle tes alexandrins, il n'y a pas de salut, périsse les Troyens. Poète, prends ton luth et le jette aux orties. Ou crie, 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 ou tais-toi. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'autre voie. Poète, ouvre les yeux, n'attends pas l'an 2000. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche ou crève, tu n'entends pas, tu ne bouges pas, tu n'entends pas, tu rêves, assis devant la table, la main sur le poème que tu viens d'achever. Voilà, ce poème affiche a été tiré à 3500 exemplaires et vendu sur la place publique à l'occasion de cette semaine de la paix. Donc en fait, ton premier poème plastique, c'est un manifeste engagé, en quelque sorte, c'est ça. C'est comme ça que tu es entré dedans. Et ensuite, alors, avec les autres... Oui. Et puis je me suis mis à faire des livres. Je crois que, bon, Lolita et Orlando Blanco, ils sont pour beaucoup. Edita m'a évidemment beaucoup soutenu et encouragé. M'a fait connaître des plasticiens importants, venus d'ailleurs, des Japonais, des Cubains, des Espagnols, avec qui j'ai collaboré. Et donc j'ai été en ce moment un peu entraîné. Ça n'a pas été une décision prise par moi-même. D'accord. Voilà. Donc, bravo à Edita. C'est Edita. C'est du bruit. Voilà. Alors, on pourrait quand même dire quelques mots des artistes qui sont exposés ici, avec lesquels tu as collaboré. Je me demandais si, dans chaque cas, il y avait pour toi une différence, une imprégnation réciproque, quelque chose qui changeait quand tu travaillais avec tel ou tel artiste. Je pense à Jacques Clauzel, à Mylène Besson, à Pierre Leloup, à Kouji Oshai, et bien sûr à Thierry Bourquin, qui est parmi nous ce soir et qui a participé aussi à l'élaboration de cette exposition. Alors là, je me suis interrogé longuement à ce sujet.
crois que, je veux dire une chose, c'est que un plasticien rêve d'écrire, souvent. Et les poètes, souvent, rêvent de peindre. Faire des écrivures. Je sais que Butor, il m'a souvent parlé, a rêvé d'être peintre. Il aurait voulu être peintre. Comme Victor Hugo. Voilà. Alors si on remonte dans l'histoire littéraire, évidemment, on voit bien comment une certaine littérature poétique s'oriente vers, disons, les arts plastiques. Il y a le coup de dé de Mallarmé, évidemment. L'écriture spatiale, le futurisme, le lettrisme, cette façon de faire éclater le texte et d'en faire un tableau. Le surréalisme a joué évidemment un rôle important. Et parmi les écrivains, évidemment, Henri Michaud, qui est un peu mon gourou, avec ses chinoiseries, a aussi beaucoup contribué à orienter, disons, une certaine poésie dans ce sens, avec ses alphabets et ses écritures imaginaires. Bon. Alors, il y a des écritures, évidemment, pour lesquelles il n'y a pas de différence. Pour un Chinois, écrire, c'est peindre. Avec notre écriture, nos caractères latins, qui sont vraiment très inconfortables, point de vue plastique, et qui obligent les plasticiens à les faire éclater. Mais l'écriture chinoise, évidemment, une écriture qui n'est pas elle-même picturale. Mais on peut remonter plus loin, je me disais, évidemment, l'association de l'image et du texte, ou de la peinture et de l'écriture, on la trouve chez les miniaturistes au Moyen-Âge. Là, je pensais particulièrement aux extraordinaires miniatures qu'on trouve au musée des manuscrits à Erevan, en Arménie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc là, déjà, au Moyen-Âge, il y avait une sorte de complicité entre la peinture, le dessin et l'écriture. Donc c'est pas si nouveau que ça. Et puis pour ce qui est de la relation avec les plasticiens, il y a une chose en tout cas qui me paraît évidente, c'est que je n'ai pas été influencé par l'art des plasticiens avec qui j'ai collaboré. Et réciproquement, les plasticiens qui ont aimé ce que j'écrivais n'ont pas été influencés par mes poèmes. Donc il ne s'agit pas d'influence réciproque, mais il s'agit plutôt et là je pensais à Montaigne, de rencontres miraculeuses. On pourrait dire, pourquoi est-ce que j'ai fait un livre avec tel plasticien? Je répondrais, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Chacun amène ce qu'il est. Chacun reste ce qu'il est, mais il y a une sorte de rencontre secrète, de convergence mystérieuse qui s'établit. Alors j'ai beaucoup travaillé avec Clausel, avec Jacques Clausel, qui habite dans le Midi, près de Nîmes, et qui est un auteur tout à fait, un plasticien tout à fait extraordinaire, qui a fait partie du groupe Support Surface, qui est un amoureux du noir, mais qui arrive à illuminer le noir de différentes façons, et qui fait des œuvres souvent monumentales. Et j'ai eu le privilège d'être un peu choisi, élu par lui. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il m'a sollicité très très souvent en m'envoyant des objets qu'il avait confectionnés lui-même, et en me disant, bah, vas-y, maintenant tu écris là-dedans comme tu veux. Donc sans me donner de consigne. Au début, j'étais très paniqué. Il m'a une fois invité chez lui, Galargues-le-Montueux, près de Nîmes, au bord de la mer, dans son atelier. Il avait d'immenses toiles. Il m'a dit, tiens, voilà, de l'encre, de la peinture noire, des pinceaux, tu écris là-dedans. J'ai dit, mais je fous en l'air tout ça. Tes tableaux, c'est pas possible. Mais tu peux, vas-y. Et je me suis enhardi. Et puis, le résultat a été finalement pas si mal. Mais donc, c'est très difficile à expliquer. Il y a une sorte de sympathie profonde, mais qui est indépendante des problèmes d'influence. Ça n'a rien à voir. Oui. Et même de ce qui est produit par l'un et par l'autre. Voilà. C'est plutôt ailleurs que se passe la rencontre. Ce sont des rencontres. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une confiance, il y a une générosité des artistes plasticiens qui ont fait quelque chose et qui le livrent peut-être à l'erreur. Enfin. C'est presque toujours, sinon toujours, le plasticien qui a pris l'initiative. En ce qui concerne. Donc il y a un désir du livre. Je crois que la notion de désir est importante. Et chez le plasticien et chez l'homme de plume, disons.
je pensais à un mot de Michaud, l'amour est une occupation de l'espace. Eh bien, le livre d'artiste est aussi une occupation de l'espace, qui implique aussi, je pense, une sorte de désir profond. Donc, qui n'a rien de rationnel et qui est de l'ordre de la libido, des désirs secrets, mais qui reste dans le domaine de l'inexplicable. Chacun veut le livre avec l'autre, mais c'est là qu'on se rencontre en quelque sorte, dans ce projet-là. Mais ce qui me paraît important, alors là je suis en désaccord avec Butor. Chez Butor, l'intervention du poète, c'est toujours, comme il le fait avec sa petite écriture régulière, pour encadrer l'image. Chez Butor, c'est toujours une façon d'être sur le texte ou sous le texte ou dans les marges du texte, mais de ne jamais s'incorporer vraiment dans l'œuvre. Alors que pour moi, ça a été évident dès le début. J'ai éprouvé le besoin de m'incorporer dans l'image et donc de transformer mon écriture. Mon écriture, à la différence de celle du Butor, qui est toujours la même, elle change. Je change, j'ai utilisé des plumes et des encres différentes selon les plasticiens avec lesquels j'ai collaboré. Et mon écriture, surtout, change de grandeur. Donc là, je me laisse influencer par physiquement, je dirais. Est-ce que ça change uniquement la forme de l'écriture, la graphie, ou est-ce que ça change aussi d'avoir collaboré avec des peintres et des plasticiens, ce que tu écris? Alors quand on me propose un livre, soit je m'inspire, disons, de ce que l'objet livre me dit d'une façon très spontanée, et j'écris quelque chose d'inédit, d'original, mais il m'arrive de reprendre des textes déjà écrits et de les adapter, ou de les désarticuler, pour les faire entrer dans l'image. Pascal Quignard dit que le livre d'artiste se dissout en perte, que chacun abandonne en quelque sorte son geste pour le livre. Est-ce que tu sens cela comme une forme de perte? Il faut abandonner quelque chose pour faire un livre ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, chacun s'augmente de l'autre? Je crois que chacun bénéficie de l'autre. Il y a du hasard aussi, de découverte. C'est une grande partie de hasard. C'est ça, oui. Et une dernière question avant de passer à Pierrine. Je voulais te demander si tu avais l'impression que cette collaboration avec des peintres qui a été le fait de Jacques Dupin, de Bonnefoy, de Butor, de toi, est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel dans ce travail qui correspond à un moment, à une époque, ou est-ce que, au fond, ça a toujours existé sous des formes variées? J'avoue que je suis incapable de répondre. Parce que c'est assez frappant. Enfin, il y a eu aussi la galerie Meg, il y a aussi toutes sortes de lieux. Il y a eu Edith Art, il y a eu des gens pour solliciter cela, mais c'est aussi une époque qui a beaucoup développé cette... Voilà, peut-être. Voilà. Alors, on passe à Pierrine avant peut-être de conclure en revenant aux deux à la fois. Qu'est-ce qui est premier pour toi? Est-ce que c'est le geste de peindre, de dessiner, ou est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que l'un et l'autre se renforcent, s'apprennent quelque chose l'un à l'autre de ces deux gestes? Je pense que je vais répondre chronologiquement, parce que c'est quand même plus simple. Chronologiquement, oui, c'était d'abord la peinture, c'était longtemps la peinture et surtout la couleur. Et tout le plaisir presque sportif, on va dire, de rétablir des choses à l'intérieur d'une image qui penche quand on ajoute quelque chose ici et qu'il faut... Voilà. Et puis, cette peinture, au bout d'un moment, elle n'a plus cours, elle ne venait plus. Mais moi, j'aimais faire ça et j'aimais être debout devant un papier et faire quelque chose dessus et y participer.
Alors j'ai continué avec de moins en moins de couleurs, avec de plus en plus avec de moins en moins de conviction aussi peut-être. Et ça a produit des choses qui sont devenues problématiques. Je vais vous montrer un petit exemple là, de ce qui s'est passé en quittant cette peinture. Voilà, finalement, on s'est retrouvé là. Puis jusqu'ici. Et donc, il fallait se rendre à l'évidence au fait que momentanément, il fallait faire autre chose. Mais j'aimais toujours beaucoup tenir un crayon et voilà, et gribouiller. Alors je me suis mis à écrire. Et puis, j'étais à ce moment-là au collège, j'ai passé ma maturité et je devais présenter quand même un travail. Et quand j'ai présenté mon travail, on m'a dit bon, on va pas regarder des dessins, on va lire des textes. Alors c'était un petit peu brutal, mais en même temps c'était quand même un encouragement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire, puis j'ai jamais arrêté. Et j'étais longtemps fâchée d'écrire au lieu de peindre. Et le chemin faisant, j'ai trouvé quand même quelques avantages. Et j'aimerais toujours faire le chemin inverse. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris même quand j'ai rien à dire. Parce que ça fait quand même, ça laisse ce pont. Oui, au fond, l'écriture est presque venue comme un geste qui succédait à l'autre et qui n'est pas seulement, ne part pas de l'idée, ne part pas d'une pensée articulée d'abord, mais d'une expression qui trouve sa voie entre le dessin et l'écriture. Si, mais c'est bien le problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on se prend de passer du temps à écrire et puis plus tard de vouloir faire lire si on a rien à lire. Alors, ça c'est toi qui le dis. Non, mais je le dis parce que c'est pour ça que ça finit aussi, que pour le moment c'est tout petit. Oui, mais tu as écrit des textes en prose extrêmement développés que tu n'avoues pas pour le moment, en quelque sorte, que tu ne montres pas. Donc il y a un effet de choix oui, que tu interrogeras peut-être à un moment donné par rapport à cette pratique, parce qu'on a l'impression un petit peu que tu fais par rapport au texte que tu découpes et que tu réduis en les taillant à une sorte de noyau, que tu fais la même chose en écriture et en dessin. De réduire à la forme épurée, en fait, sans vouloir montrer toute la matière. En fait. Pourquoi est-ce que la matière de tout cela doit rester à l'arrière-plan? Un petit bout de réponse, c'est à cause de la voix. Parce que dans ces petits poèmes et dans ceux que je vous ai lus aussi, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu parce que c'est difficile à lire, il y a en général toujours un moment ou un autre où il y a un tiret qui ouvre une parole. Et moi, c'est un moment que j'aime beaucoup, qui est un petit peu destructeur comme ça, où il y a ce petit poème et puis il est rompu par une voix qui en général parle d'autre chose et qui, si possible, dit quelque chose de pas du tout intéressant. Et moi, j'aime bien ce petit face-à-face-là, entre ce qu'on aurait voulu dire et ce qu'on peut dire, et je pense que dans ces petits espaces, avec beaucoup de blanc autour, il y a beaucoup de place pour la voix. Alors, pour moi, c'est au moins une raison de le faire. Oui, il y a tout un travail du silence, d'ailleurs, c'est en fait très frappant chez Vahi aussi. Enfin, la poésie, en fait, travaille avec le silence. Il faut savoir où elle le met, comment elle en tire quelque chose, comment elle le repousse dans les marges ou comment elle l'intègre à l'intérieur. Mais il y a toujours du silence, finalement. C'est l'occasion de citer un mot d'Octavio Paz. Poesia, silenzio che canta. À savoir traduire peut-être. Poesia, silenzio che canta. Che canta, ouais, c'est du silence qui chante. Voilà, c'est ça. Et donc le dessin, ça pourrait peut-être être aussi un vide qui chante jusqu'à un certain point. Encore une question, et puis peut-être qu'on donnera la parole aussi au public.
Mylène Besson dit de la peinture que c'est pour elle un moyen de réfléchir. Est-ce que tu dirais du dessin et de l'écriture poétique telle que tu la pratiques que c'est un moyen de réfléchir autrement? Pour le dessin, je ne peux pas dire parce que je dessine très peu depuis longtemps. J'espère avoir réfléchi quand même depuis. Je pense que l'écriture, c'est un moyen, pas de réfléchir, non, mais c'est un moyen, je pense que c'est une opportunité fantastique d'être quelqu'un d'autre que qui on est et d'aller de pouvoir penser ce qu'on n'est pas prêt à penser ou ce qu'on n'est pas capable en termes de culture, de savoir, etc., de d'énoncer et de proposer comme thèse et d'affirmer et de faire circuler comme ça publiquement et pour faire avancer peut-être les choses, et ben on peut quand même le faire en poésie, en espérant que ça s'entende. Oui, le lecteur est au fond sollicité autrement dans l'écriture poétique que dans toute autre écriture. Oui, et ce que je veux dire par là, c'est que finalement le but de ces poèmes, c'est surtout au-delà de... Il faut que le lecteur participe à l'écoute de ce qui se passe là, en même temps ou après le poète. Oui, c'est beaucoup demandé, mais pour le moment, c'est beaucoup les faces. Oui. Voilà. Je crois que le moment est venu de vous donner la parole aussi pour poser des questions à Valérie ou à Pierrine. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ou questionner s'étonner? Oh, c'est un peu... Est-ce qu'il y a un... Je vous laisse vous débrouiller avec les deux autres micros. Oui, c'est bon. Une question bien connue et toujours posée aux écrivains, pourquoi écrivez-vous? Pierrine Pogé répond, parce que je n'ai rien à dire. Je trouve ça extraordinairement fascinant. Je n'en reviens pas. Et qui enseignait la littérature, qui continue de l'enseigner, qui lit la poésie, qui la lit depuis toujours, continue de la lire, se pose des questions. Cette prise de position me sidère et me réjouit si je commence à y réfléchir un peu, mais je ne la comprends pas. J'avais peur que vous disiez qu'elle vous scandalise, est-ce que j'aurais compris? Non, ça ne me scandalise pas, pas du tout. Mais je pense pas que pour moi, mais je pense souhaitable qu'on énonce aussi d'autres choses que ce qu'on a construit et ce qu'on sait et qui est déjà derrière nous. Alors en ce sens-là, après j'arrive à le faire ou pas, mais c'est légitime comme ça pour moi. Mais il y a aussi cette voix que vous faites intervenir et qui dit, dites-vous, des choses inintéressantes. Et vous en rajoutez une couche du coup à cette proposition paradoxale et qui pourrait être en effet scandaleuse. J'écris parce que je n'ai rien à dire et j'écris un poème et au bout d'un moment je mets un tiret et une voix dit quelque chose d'inintéressant. On ne peut pas vous croire naturellement. Mais elle dit quelque chose qui est en tout cas pas un discours. Elle dit quelque chose qu'on dit tous, par-ci, par-là, dans le quotidien ordinaire. Et elle est là... Je trouverais dommage en fait d'évacuer le quotidien et d'avoir un espace de poésie et un espace de quotidien et un espace de réflexion. Et je pense que moi, il y a un appétit de les tisser. Et même si je me sens mal habile à le faire, j'ai tellement envie de le faire que je le fais quand même. Avec l'aide aussi de ces petits morceaux de dialogue, dont je suis au moins sûre qu'ils existent, puisque je les ai entendus dans des cafés, dans des trams, dans des... Voilà.
position foncièrement anti-mallarméenne, puisque Mallarmé opposait la poésie à l'éternel reportage. Et vous voulez d'une certaine façon réintégrer l'équivalent de l'éternel reportage à votre poème. Oui, enfin Mallarmé écrivait en même temps tout le temps sur la mode et sur l'éternel reportage. Oui, donc en même temps, il n'a pas cessé de prendre son bien là-dedans. Oui, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a... Oui. Alors. C'est de nouveau à vous que je m'adresse. Il me semble, en regardant vos dessins et la façon d'éliminer, c'est comme si tout ce qui pouvait cadrer, justement, était quelque chose que vous fuyiez absolument. Et est-ce que c'est le fait que vous dites quelqu'un qui n'est pas intéressant, qui change de sujet, qui coupe, est-ce que ce n'est pas tout à fait le moment où vous voyez que le poème, au fond, se forme, et donc prendrait une espèce de forme figée, et que volontairement ou inconsciemment, vous le cassez parce que ça vous fait peur, ou bien c'est surtout pas ce que vous voulez? Je sais pas, j'ai ressenti ça un petit peu dans la manière de regarder, comme vous regardez, c'est que toute chose qui soit vraiment mise en forme, cadrée, si on peut dire, vous le fuyez totalement. Et donc c'est pour ça que vous mélangez aussi, puisque la vie c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire sortir, vous êtes passage piéton, et puis tout d'un coup, mon Dieu, ces lignes, pourquoi ces lignes, et puis tout d'un coup, on traverse à côté. Je ne sais pas, c'est une image un peu qui me vient à l'esprit en vous écoutant, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Sylviane a l'air d'avoir peut-être quelque chose. Je pense que la question de la peur joue un grand rôle. Et je ne voulais pas faire ça, mais ce soir, je suis particulièrement intimidée aussi, parce qu'il y a Philippe Macazard qui est là-bas, caché dans un coin. Et j'ai passé quelques années au Théâtre Saint-Gervais, et là, ça s'est accentué. C'est là où j'ai écrit aussi mes plus petits poèmes. Le Théâtre Saint-Gervais étant tellement engagé, justement, eh ben, j'écrivais un peu clandestinement des poèmes qui ne l'étaient pas manifestement. Et oui, ça fait peur d'écrire un poème qui se fixe, s'il n'a pas, au moins pour se justifier, un vrai propos. Alors c'est un peu entre les deux, je ne peux pas m'empêcher de le faire, mais je n'ose pas le faire, alors c'est face. Mais je vais vous montrer à titre indicatif ce qui se passait avant en peinture, qui s'est repassé 10 ans plus tard, et qui peut-être se repassera encore. Je vous déroule juste quelque chose vite fait, c'est pas une œuvre, mais c'est informatif. Parce que c'est pas, en fait, l'effacement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Effacer. Choisir, oui, mais effacer, c'est pas. Donc avant, c'était comme ça, un peu les choses. Donc c'était pas du tout la même histoire. Voilà. Je pense que effacer tout, c'est très malsain et je ne voudrais pas du tout contribuer à faire ça, en fait. Si je fais ça, j'arrête. Oui. En quelque sorte, je crois qu'on est en train de prendre conscience aussi que c'est l'écriture qui nous apprend, enfin je ne sais pas, Baé, si tu serais d'accord avec ça, mais c'est le fait d'écrire qui nous apprend peu à peu ce qu'on a à écrire. On n'écrit pas seulement pour transmettre un message qu'on connaît à l'avance, mais il y a dans le geste d'écrire quelque chose qu'on ne sait pas et vers quoi on va. Et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est cela qui est intéressant. On ne sait pas où on va. Voilà. On y va quand même. Et on y va quand même. Voilà. Donc, rendez-vous dans quelques années avec Pierrine Poget pour voir où elle est allée et qu'est-ce qui s'est passé dans cet entre-deux. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou à Vaé, peut-être? Moi, ça me faisait ce que tu disais par rapport à ta position, les différents morceaux à un moment qu'il faut rassembler, comme tu viens d'ailleurs et d'ici, quoi. Et ce travail aussi de rencontre qui se fait entre le plasticien et puis l'écrivain. Je me souvenais de ce que disait Ati Kraïmi, qui est passé il n'y a pas très longtemps à la Société de lecture autour de son dernier livre sur la balade du canal.
Et puis qui évoquait qu'à un moment, l'écrivain étant afghan dans sa langue, puis ensuite il était tellement imprégné de la langue française qu'il a parlé depuis même adolescent, enfant, qu'il écrivait après en français. Puis il est arrivé à un moment où il ne pouvait plus écrire du tout en français parce qu'il voulait se souvenir de choses, mais ça venait ni en... Enfin, il était devenu impuissant quelque part dans l'écriture. Et à ce moment-là, il a dit pause, il a commencé la calligraphie. Et c'est par la calligraphie et par la sensorialité, quelque part, avec le corps, avec le geste, avec le mouvement, la kinesthésie, qu'il est arrivé. Alors, il n'a pas essayé d'écrire, il a essayé d'écrire en dessinant. Et c'est après des mois et des mois de pratique qu'il a retrouvé l'écriture de choses de son pays, mais en pouvant s'exprimer en français grâce à la calligraphie. Et je pensais à cet entre-deux qui n'est pas n'importe quoi, qui est une rencontre et un laisser-passer, une réunion de différents morceaux. Et je trouve que ça m'avait beaucoup touché ce qu'il avait parlé, ce qu'il avait dit à cette époque. J'ai parlé avec lui de ça. Et ça fait penser à ces comédiens comme Gérard Guillaumin, par exemple, qui sont venus au théâtre parce qu'ils étaient muets. Parce que lui est sorti des camps et qu'il est arrivé en quelque sorte avec une parole absolument empêchée, muette, et qu'il a choisi le théâtre précisément parce qu'il ne parlait pas. Et d'une certaine manière, voilà, choisir l'écriture, c'est pas forcément parce qu'on sait déjà de quoi on va avoir à parler. C'est ça. Et maintenant, d'ailleurs, il dédicace ses livres avec une calligraphie. Je trouve que ça me semblait très illustratif de ce que j'associais à ce qu'il avait dit. À la limite, ce sont des gens qui t'intéressent. Les mystiques ne font pas autre chose que chercher à dire l'impossible à dire et à tourner autour du silence avec les quelques mots qui peuvent peut-être approcher ce qui n'est pas possible à dire. Tu en as traduit Grégoire de Narek, mais d'autres aussi. Mais il y a quelque chose dans cette écriture-là qui est aussi trouée, comme ça, qui échappe à la saisie. Parce que ne pas savoir ce qu'on a à dire, ce n'est pas forcément n'avoir rien à dire, je crois. C'est avoir quelque chose à dire qu'on ne sait pas. C'est pas la même chose. Et la poésie est ça, d'abord. C'est pas une déclaration, c'est pas... Mais elle va inventer elle-même ce qu'on avait à dire sans le savoir. Si vous n'avez pas d'autres questions, il est 9h15. Je crois que le moment est venu de continuer la discussion de façon très libre avec nos deux invités. Et on vous invite à boire un verre à l'étage. Alors, il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième, voilà. Il reste juste des fois à rester un peu. Il y a surtout des livres à voir, profiter de cette chance justement de voir les peintures de Pierrine et bien sûr l'exposition en bas. Et les livres aussi des auteurs sont en vente donc à l'accueil, comme je disais. Je pense qu'ils seront ravis de vous les dédicacer aussi. Voilà, la demande. Un grand merci en tout cas à vous trois. Je crois qu'on peut les applaudir.